Bon, aujourd'hui, on va parler philosophie, pédopsie, psychiatrie, société, culture et manga. Tout ça en un coup. Alors, vidéo un peu moins scientifique que d'habitude, parce que là, on va avoir un sujet très large, qui va regrouper un paquet de sujets différents. Donc, on va s'organiser comme ça. Je t'explique quel est ce super manga qui est le point de départ de la réflexion, et après on élargira à tout ce qui fait ta vie et notre société. Alors je te préviens direct, vers 3-4 minutes, tu risques de t'énerver pas mal, mais c'est pas grave, hein. Tu vas voir, ça va passer. T'attends juste avant de t'énerver dans les commentaires. Alors, on va commencer par parler de ce super manga qui est Fire Punch, qui est absolument génial en plein de points. Alors, c'est l'histoire d'un gars qui vit dans un monde post-apocalyptique où tout a été gelé par la Reine des Glaces. Et des gens, ils ont développé certains pouvoirs, t'en as certains qui peuvent créer du feu, d'autres qui peuvent créer de l'électricité, et certains qui ont la capacité de se régénérer et deviennent immortels, ce qui les réussit pas beaucoup au niveau psychologique. Notre petit héros, lui, il a le pouvoir de se régénérer, et il vit grâce à son pouvoir avec sa sœur, avec qui il a une relation quasi incestuelle. Et donc le problème qu'ils ont, c'est que le petit village, l'armée va arriver et va foutre la merde, ce qui va commencer les péripéties de notre héros qui va passer en gros tout le manga à souffrir, à être en échec, à avoir une vie de merde malgré tous ses efforts, ce qui l'amènera progressivement à essayer de se suicider, sauf que il est immortel, donc en fait il peut pas se suicider. Et alors on va pas parler de la qualité générale de ce manga qui est très bien, que ce soit dans la mise en scène des personnages ou le développement, mais c'est pas grave parce qu'en fait on va parler de ce que ça veut dire derrière, et qu'il y a une histoire bien plus importante que l'histoire de surface. La question, ça va être de savoir pourquoi effectivement ce monsieur il arrête pas de foirer sa vie, que quoi qu'il fasse. Et finalement, tous ses choix finissent par tomber à l'eau, et il le dit très bien lui-même, qu'en fait il est en train de se mentir, que toute sa vie est un mensonge, et qu'en fait il n'y arrive pas, et qu'il est complètement paumé. Et en fait, le problème, c'est que cette impression d'être paumé et que sa vie est un mensonge, en fait, c'est ce que tout le monde fait un peu dans sa vie. Et là, normalement, effectivement, si je te dis qu'en fait ta vie c'est un mensonge et qu'en fait t'es en train de te mentir sur ce qui est important dans ta vie, tu vas me dire que c'est complètement débile, parce que c'est pas un manga débile qui va te faire la leçon, que parce que déjà tu vis pas dans la neige, qu'après t'as pas envie de te taper ta sœur, qu'après t'as pas des super pouvoirs, sauf qu'en fait, tout ça, si on prend ça comme une métaphore, ta vie c'est exactement la même chose, c'est une construction de mensonges. Et là, je vais te prendre des exemples pour que tu comprennes bien. Imagine-toi, ce qui est important dans ta vie, c'est la France. Et tu penses patriote, tu penses que le français, il faut le préserver, que tu peux pas te laisser bouffer par d'autres cultures, et que donc il est nécessaire qu'en tant que français, tu aies une identité française et que ça soit quelque chose que l'on préserve. Tu fais d'ailleurs de super vidéos YouTube pour expliquer tout ça aux gens, tu fais partie de certaines associations. Eh bien, tout ce que tu es en train de faire, ce qui te semble important, en fait, on s'en fout complètement. Et c'est pas vraiment ce qui est important en toi, parce que fondamentalement, la France, en fait, t'en as rien à foutre. Imagine, suffirait que tu sois né dans un autre pays. Genre, si t'es né en Ouganda, qu'est-ce que t'en aurais eu à foutre de la France? Rien du tout. Et si t'étais né il y a 1000 ans, la France que tu veux préserver, ce serait pas la même, et en fait, tes valeurs souverainistes, en fait, ton organisme, il en a rien à foutre. Ton patriotisme, c'est juste un mensonge que tu te racontes, quelque chose que tu as mis en place pour vivre, mais ça définit absolument pas ce que tu es ou ce que tu aurais été dans une autre culture. Et à l'inverse, si t'es globaliste, si tu penses que tout le monde devrait circuler comme il veut et qu'effectivement il faudrait abolir les frontières et que le racisme c'est pas bien et qu'en fait tout le monde est égaux, c'est très bien, mais en fait si t'étais né il y a 1000 ans ou 100 ans ou même 300 ans, t'en aurais eu rien à foutre de toutes ces histoires. Ce combat, c'est un combat qui est important pour toi, mais en fait tu serais né dans une autre culture, t'en aurais rien à foutre. Et on peut parler de toutes tes valeurs comme ça, mais aussi de tes loisirs, genre les jeux vidéo. Bon, t'y joues, c'est très bien, ça t'apporte plein de choses, mais là, si t'étais né il y a 200 ans, tu penses que les jeux vidéo, en fait, tu serais déprimé, malheureux parce qu'ils n'existent pas? Non, t'aurais fait autrement. Tes loisirs, comme ton travail, en fait, c'est pas le plus important. L'amour de ta vie aussi, je suis désolé, mais il est interchangeable, hein. C'est pas comme si sur les 7 milliards d'humains qu'il y a sur la Terre, il y aurait qu'une personne qui suffit pour toi. Et alors, un truc absolument horrible, qui est un mensonge vraiment très difficile à encaisser, c'est que ton enfant, c'est pas lui que t'aimes, en fait. C'est pas ce qu'il est que t'aimes. Parce que réfléchis 2 secondes. Genre le géniteur de ton enfant, il éjacule juste une demi-seconde plus tard. T'aurais pas eu le même enfant. Et est-ce que tu l'aurais rejeté pour autant? Non, tu l'aurais aimé autant, t'aurais dit que c'est ton enfant et t'aurais eu le même comportement avec lui. Donc ton gosse, il est interchangeable, il aurait pu être un autre, tu l'aurais aimé autant. Donc tu vois que toutes tes valeurs, ton travail,
tes loisirs, ta culture, on s'en fout royalement. C'est juste un gros mensonge, une construction de ce qui te paraît important, mais en fait, on s'en fout royalement. T'as même des expériences qui ont été faites sur comment fonctionnent les interactions, par exemple entre ta valeur ou ta personnalité. En fait, on a remarqué que tes valeurs, ton cerveau, c'était secondaire pour lui. On a remarqué que c'était surtout ta personnalité, et de ta personnalité va découler les valeurs. Et même il y a pire, c'est quelque chose de plus important pour ton organisme que tes valeurs, c'est ton bien-être. Et donc on a remarqué que finalement, si t'étais bien ou mal, ça a plus d'influence sur tes valeurs que d'autres facteurs. Donc si ton état de santé change, tes valeurs changent aussi. Alors je comprends que tu aies plein de batailles que tu trouves importantes, mais en fait, ce sont des constructions qui ne sont pas le plus important pour ton organisme. Et en fait, quand le monsieur nous dit qu'il se ment, et qu'il passe à côté de sa vie, et qu'il se plante, c'est ce que tu fais en fait dès que tu considères quelque chose d'important dans ta vie. Et donc finalement, si on voit que tout ce qu'on a dans notre vie, tout ce qui nous appartient, c'est juste une construction changeante et dépendante de la culture et de notre histoire, ça serait quoi en fait la base de tout qui ferait ce qu'on est, et ou qui déterminerait tous nos comportements et pourquoi on va jouer à tel jeu ou défendre telle ou telle cause? Eh bien, il y a une théorie intéressante qui répond à ça, et c'est la théorie des besoins humains. C'est la théorie qui dit que ton organisme, il se met en action pour aller combler des besoins fondamentaux. Et ce que nous raconte Fire Punch, c'est que si tu construis ta vie sans prendre en compte tes besoins, tout est voué à l'échec. Le gars, il a une vie équilibrée, bouleversée par l'arrivée de l'armée. Il essaie de se reconstruire sur la vengeance, ça foire. Sur le soin des autres, ça foire. Sur la religion, ça foire. Sur la morale, ça foire. Sur le mensonge, ça foire. Et c'est que quand tout a disparu, qu'il reste que le vide autour de lui, qu'il redécouvre ce qui le tient en vie. Fire Punch, c'est l'histoire d'une personne baladée par la vie, car il est déconnecté de ce qui est réellement important pour lui. Alors cette histoire, elle est pas du tout originale, hein. Tu la retrouves dans plein de chansons, et dans un truc qui t'insupporte sûrement, ce sont les comédies romantiques. Donc t'as une fille par exemple, qui a un couple parfait, elle va se marier, elle a un bon boulot, et elle va changer sa vie, toute sa vie, car elle rencontre l'homme qui va la faire redécouvrir ce dont elle a réellement besoin. La seule chose chiante dans les comédies romantiques, c'est qu'en fait, selon eux, ce qu'il faut à l'être humain, c'est toujours de l'affection et de l'amour, alors qu'on peut bien juste vouloir de la sécurité ou de la stimulation intellectuelle. Ce qui serait rigolo, ce serait une comédie romantique où la meuf, elle a trouvé le prince charmant, et elle découvre qu'elle a besoin de nouveautés de sexe et de stimulation intellectuelle, et qu'elle finit tradeuse à faire la fête avec de la cocaïne et des putes. Bref, l'histoire de Fire Punch, c'est pas original, mais c'est juste hyper bien fait. Et tout ça, je t'en parlerai pas si les implications de la théorie des besoins humains, elle avait pas des répercussions énormes dans plein de domaines. Par exemple, en pédopsie, c'est juste la base de tout. Dès que tu vois un enfant avec un problème affectif, tu réfléchis à savoir lequel de ses besoins n'est pas satisfait et ce qui provoque les crises. C'est aussi une gestion des besoins de l'enfant par les parents qui va créer une sécurité affective, qui va limiter les problèmes psychiatriques de l'enfant et de l'adulte plus tard. En psychiatrie, tu as des chercheurs qui commencent à réfléchir aux pathologies en fonction de ses besoins. Par exemple, des chercheurs, ils voient le trouble anxieux comme une réaction à un besoin de sécurité. Le patient, il n'arrive pas à combler ce besoin pour diverses raisons selon les pathologies. L'anorexie, ça peut être vu comme un organisme qui décide de ne pas écouter ses besoins physiologiques pour essayer d'obtenir des besoins affectifs et sociaux. Les troubles de la personnalité, dans des thérapies comme celle des schémas, elles sont vues comme un apprentissage inadapté de la façon de combler ses besoins. Par exemple, un jaloux va combler un besoin affectif en contrôlant l'autre, ce qui marche pas hyper bien. À part avec les conjoints qui ont appris à combler le besoin affectif en se soumettant à l'autre. Et les troubles antisociaux sont vus comme des gens qui sont prêts à combler leurs besoins en négligeant les autres et en leur faisant mal. Mais ça, tu l'as vu dans toutes mes vidéos en pathologie. Ce dont on n'a jamais parlé, qui est pourtant super important, c'est l'implication de cette théorie dans la construction de notre société. T'as un économiste qui a repris la théorie et l'a appliquée à la société. On a donc des besoins humains à peu près semblables selon toutes les cultures. Et ce qui va changer selon la culture, c'est la stratégie que la société te fournit pour obtenir tes besoins. Et c'est pour ça que tout à l'heure je te disais que tout ce qui te semble important, ça l'est pas. Car ce que tu crois important, ce sont souvent que des constructions, des stratégies pour combler tes besoins. Et elles sont interchangeables selon le moment ou la culture. Par exemple, ton militantisme pro-français n'est que le moyen que tu as trouvé de combler des besoins, par exemple de stabilité, de protection des autres, de sécurité ou d'estime de toi. Et ce qui est rigolo quand tu réfléchis comme ça, c'est que le raciste et l'antiraciste, ils peuvent être au final très proches fondamentalement, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes moyens de combler leurs besoins. Si par exemple, deux personnes ont besoin de protéger leurs proches, ils sont plus proches entre eux que le politique qui va utiliser le combat antiraciste pour avoir de l'attention ou combler son estime de soi. Bref, on différencie tes besoins et toutes les choses que tu construis pour les obtenir qui ne sont pas réellement le plus important, car en fait elles sont modifiables tout au long de ta vie. Et là, si tu analyses ta vie, tu verras que tout ce qui t'entoure et te préoccupe ne sont souvent que des problèmes annexes. Ton boulot, par exemple, c'est une stratégie
Et quand il te permet par exemple de prendre des soins des gens comme tu le veux parce que t'es infirmier, poup, t'es content de faire ça. Et puis quand tu vois 2 ans plus tard qu'on te demande juste de l'administratif pour ne plus prendre soin des gens, bah tu déprimes. Ou quand on te demande de bosser aux urgences et que tu passes ton temps à te faire gueuler dessus pour ça, et que du coup ça attaque ton sentiment de sécurité et de stabilité, ben ça finit mal. T'as trouvé par exemple un conjoint pour satisfaire tes besoins d'affection et de sexualité, t'es heureux. Pouf, la société te dit que t'as pas le droit de l'avoir et t'en prive parce que t'es homosexuel. Ben pouf, t'es malheureux, tu dois trouver une stratégie annexe. Ou alors tu penses à trouver la bonne stratégie, mais tes parents veulent pas que tu sois homo et te virent de la maison, ce qui détruit ton besoin de sécurité, c'est la merde. Les notes et de ton bac aussi, tu crois que c'est super important, et bien en fait on s'en tape complètement. C'est encore une stratégie que la société te fournit pour avoir ce que tu veux. Ce que tu veux, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que tu cherches, fondamentalement derrière le bac. Et tu vois que finalement, en se construisant comme ça, on arrive à stresser pour des choses qui sont pas les problèmes, mais juste une stratégie. Et des stratégies, t'en as plein d'autres. D'où le fait qu'il y a plein de gens qui redoublent et qui ont pas le bac, qui ratent leurs études, mais qui finissent heureux. Parce qu'il y a d'autres stratégies que la réussite scolaire pour obtenir tes besoins fondamentaux. Bref, un bon moyen d'être plus stable et plus heureux, c'est de connaître ce que tu veux réellement et d'être flexible sur les stratégies pour l'obtenir. Mais ce que demande cette flexibilité, c'est de détruire tous les mensonges que tu crois sur la vie et sur ce que tu penses réellement alors que non. Ce que peut faire notre héros qu'à la fin, quand son monde s'écroule, comme une personne voit son monde s'écrouler après une dépression ou un burn-out et se retrance sur l'essentiel et ses besoins par la suite. Et si tu crois que le monde glacé est plein de pouvoirs de fire punch et délirant, on va prendre un exemple de la société de consommation. Voilà, c'est un peu caricaturel, mais tu vas voir le délire quand on analyse comme je viens de le faire. Donc, imagine. T'as un ado qui, lui, il a besoin de lien social et développe des besoins sexuels. Premier mensonge qu'on va lui faire gober, c'est que pour obtenir ça, il lui faut un portable à 100 € pour ses copains et le porno. Et encore, on lui promet encore plus d'attention si le portable monte à 400 €. D'ailleurs, t'as des études très intéressantes qui montrent comment les objets viennent compléter une partie de nous. Par exemple, tu connais bien l'exemple du doudou pour les enfants. Ils ont une sécurité affective avec leurs parents, et pour aller vers la nouveauté, ils vont utiliser un doudou pour garder un semblant de sécurité affective. Et certains chercheurs réfléchissent à cette extension de nous-mêmes avec des objets quand on parle de consumérisme ou de matérialisme, et comment les gens essaient de nous vendre une extension de nous par des objets, alors qu'en fait on n'en aurait pas besoin. Donc le gamin, il veut une vie sociale, et il demande à un de ses parents d'avoir une vie sociale, par l'intermédiaire d'un portable à 400 €. Ses parents, ils ont le besoin de prendre soin de leur enfant, et ils se soucient de sa vie sociale. Donc ils vont utiliser une stratégie qui va être de payer le portable à 400 € et de travailler pour le payer. Donc on va prendre que cette personne est au SMIC, ça lui vaudra à peu près 50 heures de travail, et encore si on compte le fric qui va aller dans les impôts, on va dire qu'elle va travailler 70 heures pour payer ça à son gamin. Et encore là je suis très bas. Ok, est-ce que c'est la meilleure stratégie de travailler 70 heures pour payer un semblant de vie sociale à son gamin? Je sais pas, j'en sais rien. Peut-être qu'elle aurait pu utiliser 70 heures pour apprendre à son gamin à avoir une vie sociale autrement, ou à développer, elle, la personne, ses attentes au lieu de perdre son temps à travailler. Son boulot est fourni par un mec qui, lui, a besoin de stimulation intellectuelle et de reconnaissance, donc il a créé son entreprise pour le challenge et la reconnaissance de ses employés ou alors de ses collègues. Il va aller donc pour ses besoins sociaux voir des copains, et pour garder cette stimulation intellectuelle intacte, il va essayer de jouer au jeu de gagner plus que ses copains. Et donc, il va essayer de vendre au gamin que sa vie sociale dépend de l'argent qu'il met dans son portable encore plus fort. Il va mettre en danger la sécurité mentale de son employé pour faire un peu plus de marge. Il va engager un commercial qui, lui, a besoin d'estime. Et comme il a bien assimilé le mensonge que nous balance le système scolaire, que notre valeur dépend de notre performance, eh ben il va se flinguer la santé pour augmenter ses ventes et avoir un semblant d'estime de lui-même. Comme le mec aussi, il a des copains politiques aussi, il va jouer avec eux. Et donc, les mecs, ils vont essayer de faire croire au monde entier que le jeu de chiffres et de croissance, ben, c'est le but ultime de la vie, alors que c'est complètement déconnecté de nos besoins de base. Et que tout le monde sera malheureux si on n'a plus d'argent, alors qu'on s'en tape. Hein ? L'humanité, elle existait avant l'argent. Donc en fait, il va faire croire qu'il faut mettre en cause la sécurité du parent pour qu'il ait plus d'argent pour acheter un portable cher qui sert à rien. Et puis il va embaucher Rémi à un moment donné pour faire des PowerPoint dans les réunions. Et ben là, on sait même plus à quoi ça sert tout ça et à quel besoin ça répond. Mais on s'en fout parce que c'est joli les camemberts dans les PowerPoint. Et t'as un mec qui a rien compris aussi, et il va dire à l'autre politique, ah oui, mais non, mais le parent, il doit avoir de l'argent comme ça, parce que c'est comme ça qu'on a de l'argent. C'est pas avec les actionnaires qu'on a de l'argent, c'est comme ça qu'il faut de l'argent. Sauf qu'en fait, il a rien compris, le mec, puisque c'est pas l'argent le souci à la base. Et puis, il y a ensuite, il va falloir avoir le DRH, qui va être en burn-out, lui, parce que les employés, ils viennent le faire chier avec des problèmes qui n'en sont pas. C'est juste des mensonges qu'on leur a fait gober, et qu'on leur a bien bourré le crâne pour leur dire que c'est la faute à lui.
et qu'en fait, il devrait travailler pour payer un portable qui sert à rien. Et puis t'as José de la compta qui est complètement paumé dans toute cette histoire, et donc lui, en fait, il sait même plus à quoi il sert, il sait même plus de quoi il a besoin. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va se balader, il va aller gueuler sur Twitter pour se défouler sur les gens en leur disant « Eh ben tu vois, le mensonge auquel je crois, eh ben il est mieux que le mensonge auquel tu crois. » Et en fait, tout le monde en a rien à foutre. Et puis dans ce tas, ben il y a toi. Et alors j'en sais rien moi, je sais pas ce dont t'as besoin, je sais pas si on te l'a enlevé, je sais pas si tes stratégies sont merdiques ou pas, je sais pas si t'as eu la chance qu'on te montre les bonnes stratégies pour toi. Ce que je sais par contre, c'est que si tu sais réellement ce dont t'as besoin, alors, quand les gens viendront te proposer leurs mensonges et leurs stratégies, que ça soit la société, tes parents, tes amis, ton conjoint, les religions, les militants ou la politique, avec la boussole que sont tes besoins, tu pourras clairement savoir si tu peux prendre ce qu'ils te proposent ou te barrer. Et comme ça, tu seras un peu plus libre de choisir ce que tu veux. Alors, ça te dit pas, tu trouveras la bonne stratégie et que tu seras heureux. Moi, j'en sais rien si tu pourras trouver la bonne. Ça veut juste te dire que tu perdras moins de temps à te faire balader par les autres, comme l'a été notre pauvre petit héros. Et pour conclusion, je pense que je vais te laisser quelqu'un qui exprime mieux toutes ces idées beaucoup plus rapidement que moi. Tout est fait en gros pour que l'individu ne se rencontre pas dans une vie. Parce que s'il se rencontre, c'est terrible. Il développe un sens critique, il développe un jugement. Et alors là, il est ingouvernable. Donc que ce soit les religions, que ce soit les commerçants, que ce soit les politiques, ils n'ont aucun intérêt à ce que l'individu se trouve. Donc dès l'âge de 2 ans, l'enfant, en théorie et statistiquement, est devenu un consommateur.